Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de notre édition du 19 avril. Témoignage de Vitaline Michel, participante de Danse pour la vie 2026. Programmation de la salle de spectacle Desjardins de New Richmond automne 2026. Sondage Accès sage-femme Baie des Chaleurs. Caroline Ablin nous en parle. On en apprend plus à propos de la table de bientraitance des aînés de la Baie des Chaleurs. Nathalie Bugeaud et Benoît Drapeau nous parlent de la semaine de l'Action bénévole du 19 au 25 avril 2026. En entrevue cette semaine, Simon Dufresne nous communique les détails du mois de l'autisme et survole des nouvelles brèves de la dernière semaine. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Hebdo 4, ça commence maintenant. Par son témoignage empreint de courage et de détermination, Vitaline Michel souhaite sensibiliser la population à la réalité de la maladie du cancer tout en appuyant la cause. Sa participation rappelle l'importance de la solidarité envers les personnes touchées par cette maladie. Bonjour Vitaline, ça va bien? Bonjour Simon. Aujourd'hui, je vais te parler un peu de moi. Je vais te faire un témoignage sur mes chemins parcourus en lien avec le cancer. Puis à la fin de mon entrevue avec toi, mon témoignage, je vais pouvoir te dire pourquoi je vais faire un témoignage aujourd'hui. Okay. D'abord, en 2014, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, un cancer hormonal. J'ai reçu à ce moment-là des traitements de radiothérapie. J'en ai reçu à peu près 25. Par la suite, en 2020, j'ai reçu un deuxième diagnostic de cancer, un autre cancer. Cette fois-là, c'était un cancer qui était triple négatif, plus agressif. Et si on s'en souvient bien, en 2020, c'était le tsunami de la COVID-19. Oui. Fait que j'avais deux épreuves à vivre en même temps, dealer avec tous les retards et tout ce que ça impliquait, et d'essayer de survivre à cette maladie. En 2024, j'ai reçu un troisième diagnostic de cancer. Cette fois-ci, c'était un cancer métastasique. Okay. On m'a annoncé que j'en avais sur le foie. J'avais des métastases au foie. J'en avais sur les poumons, sur les os. Et puis là, finalement, j'ai décidé. Là, on m'a proposé, ça c'était en juillet, en août, j'ai une lumière qui s'est allumée parce qu'on m'a proposé de recevoir de l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est comme un traitement qui est quand même nouveau, puis il y a quand même bon espoir avec ce traitement-là, et je le recevais avec un traitement de chimio. Okay. J'ai reçu ces traitements-là pendant quelques mois, et puis, malheureusement, j'ai fait un choc anaphylactique. L'hôpital a dû faire le code bleu en oncologie. Et on m'a appris que je ne pouvais plus recevoir ce traitement-là. Je ne pouvais plus recevoir l'immuno et ce traitement. Tu ne répondais pas bien à ce genre de traitement-là? Le choc, c'est ça, Okay. vu que j'ai fait une réaction allergique. Okay. Et par la suite, c'est sûr que là, l'angoisse a augmenté. Je me suis dit, je croyais tellement à l'immuno. Pour moi, c'était ce que je tenais dans mes bras qui me gardait espoir. Finalement, on m'a proposé un autre traitement. Ce traitement-là, je l'ai reçu pendant 3 mois parce qu'à tous les 3 mois, on reçoit quand même, là, on passe des examens au bout de 3 mois et on rencontre l'oncologue. Et au bout de 3 mois, l'oncologue, j'ai eu ma rencontre avec l'oncologue, m'annonçant que ce traitement-là n'avait pas fait effet et puis que malheureusement, au niveau du foie, ça allait pas très bien. Okay. Et je suis sortie de là anéantie. J'étais vraiment bouleversée. Et mon fils, le soir, m'a téléphoné, comme qu'il prenait toujours des nouvelles, surtout quand je rencontrais l'oncologue. Et puis, mon fils, à ce moment-là, me demande, mais il voit que je suis en pleurs, je suis démolie parce que je lui dis, ça ne fonctionne pas. Et il me dit 2 phrases dans son discours que j'ai retenues, 2 mots. Parce qu'il me dit, maman, la recherche
faut que tu continues de croire parce qu'il dit tout peut changer. Ouais. Tout peut changer. La recherche travaille tellement fort, puis sort des nouveaux médicaments régulièrement, puis des nouvelles choses. Fait qu'il dit, maman, la recherche. Et à la fin de mon échange avec lui, j'ai resté accrochée en disant la recherche et l'espoir. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, vis pleinement. Et depuis ça fait quand même plusieurs mois. Et je vis pleinement, je vais marcher, je fais des cours de danse. C'est important, oui. Je fais pratiquement ce qu'une autre personne va faire parce que je m'accroche. Je me dis à la recherche parce que j'ai un cancer incurable, puis je me dis, je vais peut-être gagner du temps. Et puis, finalement, c'est ça. Par la suite, mon traitement qui n'avait pas fonctionné, on m'a offert un autre traitement. Okay. Et là, j'étais bien. Là, on m'a offert un autre traitement. Puis, je suis bien contente parce que ça, je le reçois depuis octobre. Puis, ça fonctionne. Okay. Puis, ça fonctionne dans le sens que mon état se maintient. Tout est stable. C'est un traitement expérimental ou ils l'ont quand même donné? Ils l'ont quand même donné, il est nouveau. C'est un nouveau quand même traitement. Puis aussi, moi, j'ai donné mon nom pour la recherche. Je me suis dit, tant que lui fonctionne, c'est merveilleux, mais si advenant qu'il y a quoi que ce soit, je suis prête à partir, me déplacer pour faire partie d'un nouveau médicament qui serait au niveau de la recherche. Puis, je ne peux pas passer à côté de parler de l'équipe d'oncologie de l'hôpital de Maria. C'est une équipe formidable. C'est au-delà de gens qui sont des professionnels. C'est au-delà des gens empathiques puis à l'écoute. C'est là, parce que ça fait quand même plus d'un an et demi que j'y vais à toutes les 2-3 semaines. Puis quand tu traverses la porte puis tu rentres dans la salle où ce que les soins, c'est que tu n'es pas considéré comme un patient. Tu es un humain qui reçoit un médicament. Puis ces gens-là, ce que je trouve d'admirable de l'équipe d'oncologie, c'est qu'ils rentrent en relation avec toi. Une relation qui est très humaine. Il y a une chaleur d'âme qu'on retrouve là, c'est incroyable. Puis le but de ma rencontre aujourd'hui, c'est pour te dire que le 6 de juin, il va y avoir un gros événement à Passebillard. C'est Danse pour la vie. Cet événement-là, présentement, on dépasse les 40 000. Cet événement-là, c'est pour amasser des fonds. Il y a 50 qui va aller à la recherche au CHUL de Québec et l'autre 50 va être en oncologie à l'hôpital de Maria. Donc, je demande aux gens d'être généreux. Puis ils l'ont prouvé jusqu'à date, au départ, c'est 40 000. Puis c'est grâce à ces dons-là qu'on permet à des gens de survivre ou de vivre plus longtemps. Absolument. Fait que c'est ce que je voulais partager. C'est un très beau partage, puis on incite les gens à donner à votre cause, puis d'aller vous voir surtout. Cette journée-là, Danse pour la vie, c'est quel jour encore? Le 6 de juin. Le 6 de juin, c'est important que les gens vont me voir en grand nombre, puis pour le plaisir, s'amuser, jaser, puis et ça va être de 3h à 11h, ce qui est merveilleux. On a plusieurs écoles de danse qui vont être là. Il y a plusieurs orchestres qui ont décidé de venir bénévolement. La ville s'est impliquée. Il fait qu'on invite les gens à venir danser. Et merci encore une fois. La façon la plus simple de faire un don en ligne via la plateforme est de vous rendre sur la page Facebook de Danse pour la vie et de cliquer sur le lien « Je donne en ligne ». Vous serez ensuite redirigé vers la plateforme de don où vous pourrez choisir votre participant et effectuer votre contribution en quelques clics. La salle de spectacle régionale Desjardins de New Richmond a dévoilé sa programmation automne 2026. La nouvelle saison s'annonce riche en découvertes et en rendez-vous incontournables pour les amateurs de culture de la région. Bonjour Éric, tu peux nous présenter la programmation automne 2026 que la salle vient tout juste de sortir? Ben oui, avec plaisir. On est tellement heureux de vous présenter enfin notre nouvelle programmation après des mois de travail. Alors, si on y va un peu par catégorie, on commence en chanson. On va avoir l'honneur de recevoir Damien Robitaille avec son nouveau spectacle en formule solo, donc ultraviolet en formule solo. Tu es mon soleil, hey, hey. Tous les jours, tes rayons m'émerveillent, hey, hey.
Ensuite, une tournée 50e anniversaire pour la grande dame de la chanson, Diane Tell. Très, très, très heureux de la recevoir avec un band de super musiciens qui l'accompagnent, des musiciens québécois. Vraiment, la crème des musiciens au Québec. Donc, ça va être à voir. Et sur le mot et sur la chose, on vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Ensuite, en country, on est très heureux de recevoir Fred Dionne, qui avait fait la première partie de Matt Lang, lors de la dernière tournée de Matt Lang, qui avait été très apprécié. Fred Dionne, qui est une figure montante du country au Québec. Alors, il va avoir droit à son spectacle à lui, full band, évidemment. Donc, très heureux de le recevoir. Te souviens-tu du bon vieux temps? Hey man, je fais ça à l'ancienne. Vous êtes en forme? Tu me connais, je suis de party. Je voudrais tant pas manquer ce qui pourrait devenir une histoire. Une fois qu'on commence à boire, on sait pas ce qui peut se passer. Une autre grande dame québécoise, Marina Orsini, qui se lance en chanson, qui a produit un très bel album, entouré d'un quatuor à cordes et de Catherine Major également au piano, donc entouré de très grandes musiciennes. Elle va venir nous présenter son nouveau spectacle. Mais ton si beau visage, comme tout météore, n'est plus que le mirage auquel je rêve encore. Mascarade, c'est mon cœur qui bat la chamade. Mascarade, le plaisir ou la marmelade. Mascarade. Et aussi, on célèbre en grand les 50 ans de la bottine et jusqu'à aujourd'hui avec Yves Lambert. Alors, un spectacle musique trad à ne pas manquer. 50 ans à faire danser, à jouer de l'accordéon, de l'harmonica, de la guimbarde, à vous chanter de truculentes chansons. 50 ans de musique et de pur plaisir. Pour l'occasion, je vous ai concocté un spectacle tendre et festif pour célébrer l'événement. Je pars accompagné d'excellents musiciens et musiciennes sur les routes du Québec. Je vous invite à venir fêter avec moi mes 50 ans de carrière. En musique, si on continue, donc, on a notre opéra annuel avec les Jeunesses musicales du Canada qui vont nous présenter Ma belle opérette. Et l'autre spectacle en musique qu'on a, c'est le retour de Wooden Shapes, qui avait connu un très grand succès à son premier passage à notre salle. Et alors là, c'est leur deuxième spectacle du rock au classique, volume 2. Ça va être à voir absolument. Si on continue en formule cabaret, donc un spectacle en musique et un spectacle en chanson qu'on vous propose en cabaret, on va y aller en jazz avec le Carl Mayotte Quintet. Folk avec Mia Kelly qui avait été aussi découverte et un gros coup de cœur pour tous les gens qui l'avaient vu en première partie de Bobby Basini lors de ce premier passage à la salle. Et maintenant, elle revient en formule trio. Ça va être à voir, vraiment une superbe artiste qu'on a adorée ici. And I'm afraid that if I cry, that I might never stop. I'm watching tangerine skies with your name caught in
en humour, des grands noms, encore une fois, en humour. On parle de Mariana Mazza. On dit que je provoque, mais au fond, je veux juste faire rire. Parce qu'être totalement authentique, c'est difficile. Et si on se permettait d'enlever son armure? Si on embrassait sa sensibilité au lieu de la cacher? Ne plus douter de qui on est. Être, simplement. Beaucoup de gens savent qui je suis, mais peu de gens me connaissent pour vrai. Mais cette fois, c'est vraiment moi. PA Méthode. Salut tout le monde, c'est PA. Ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu. Ben là, je reviens vous voir aux 4 coins du Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Je vais être là avec mon tout nouveau show qui s'appelle Pardon. Simon Gouache. Hey, moi, tu m'en vas négocier une prise d'otage. 20 minutes plus tard, j'étais un otage, là, OK? 20 minutes plus tard, faut que tu n'appelles un autre, pas je mouche dans la maison, là. Ligoté, pogné à cheville. Non, mais t'as des bons points, pareil. Des bons points. Il y a toujours 2 côtés de médaille, hein, le toujours dit. Patrice Lécuyer qui nous présente son spectacle après seulement 32 ans d'absence sur scène. Très grand retour sur scène pour Patrice Lécuyer. Claudia Schiffer, mannequin international. Elle était tout à l'heure. Patrice, on pourrait prendre un picture ensemble, Patrice? Hey, listen, Claudia, no picture, I am not an object. C'est un raconteur extraordinaire, on le sait. La table à côté de nous autres. Ah ça, qui c'est qui est assis là? Michael Douglas. Michael Douglas, dans ce temps-là, il est au top. Il a joué dans Wall Street, Basic Instinct, Fatal Attraction. Moi, j'avais joué dans L'Héritage. C'est comme passer une soirée avec un chum qui a plein d'histoires super drôles à raconter. Le propriétaire, il arrive en courant. I'm sorry. Are you an actor? Of course. Et finalement, Jean-Michel Anctil aussi, qui célèbre ses 60 ans, se paye un gros party pour sa fête. Il fait 60 spectacles seulement pour sa tournée et on est très heureux d'être une des 60 dates pour accueillir Jean-Michel Anctil. 60 shows, Jean-Michel revient sur scène. Je vais reprendre des numéros que j'aimais, je vais les retravailler, rajouter des gags plus sur l'actualité. Puis peut-être qu'on va avoir de la visite aussi en plus autour de Jean-Michel. Pas peut-être, c'est sûr. C'est ma fête. Ensuite, les spectacles pour la famille, eh bien évidemment, on en a pour tous les âges. On a la grande surprise de Amandine et Gédéon pour les 3 à 10 ans. Ensuite, pour les 3 ans et plus, un beau spectacle de Noël de théâtre de marionnettes avec Dans nos maisons, du théâtre de 2 mains. Finalement aussi, un autre spectacle dans le temps de Noël, La chimie de Noël, donc le retour de Yannick Bergeron propose son spectacle de chimie, mais version Noël. Alors ça aussi, c'est un spectacle à ne pas manquer pour les 4 ans et plus. En variété, on a Chantal Lamarre, qu'on connaît comme co-animatrice de Infoman depuis si longtemps, depuis les débuts. Il nous présente son premier spectacle qui s'appelle Stepette et Cornemuse, un spectacle de variété. Donc, on va toucher à tout, un peu de Stepette, un peu de cornemuse, un peu de chanson, un peu de blague. Il va y avoir pour tous les goûts. Très beau spectacle à découvrir. Tout la botte. C'est un genre de petit stand-up comique, OK? Habillé en lutteur. Et sous toute réserve, à un moment donné, il se sacrait tout nu, puis il paraît qu'il avait une petite bisoune comme un bouchon de liège, là. Bébé papillon, 400 livres de dynamite. Elle s'assoyait sur une grosse bouteille de bière. Et la bouteille... Stepette et Cornemuse, le premier spectacle de Chantal Lamarre. En théâtre, on a 2 belles offres également. Donc, première offre, Si Dieu le veut, un spectacle de théâtre documentaire qui touche 2 sujets très importants. Il y a un certain temps, le dimanche, il y avait 2 religions. En fait, il y avait la lutte et il y avait la messe le dimanche. Donc, ça va traiter de ce sujet-là. Oui, mon enfant. Monsieur le curé, ça fait longtemps que j'ai ça sur le cœur. J'ai toujours l'impression que c'était pas vrai, que tout ça était inventé. Les coups de pied d'en face, les sauts de la 3e corde. Mais j'ai péché parce que j'ai douté. Moi aussi, je doute. Mais la lutte, c'est vrai. Et pour votre punition, vous subirez 3 bottes d'islam. Hein? Et aussi, un autre spectacle avec Hubert Proulx et son fils Victor Proulx. Un spectacle qui s'appelle On se lâche pas.
Un beau duo très touchant, père-fils, qui parle justement de la carrière de Hubert, également de son frère, de sa famille. Un spectacle très touchant et très drôle à la fois. Puis quand je suis en tournée, je l'avoue, je m'ennuie de Victor, puis j'ai juste envie de faire des lunchs. Au début, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle-là, ça se faisait être un one-man show. Puis comme moi, je suis acteur, mon père s'est dit... Hey, Chris, on peut faire un show ensemble? Il voulait juste arrêter de se sentir coupable de ton père absent. Fait que c'est devenu un one-man show et demi. Et demi. Un 3/4. 3/4. Je raconte l'histoire de mon frère. Mais moi aussi, je la raconte. Finalement, en danse, on a le spectacle de la compagnie K-Public qui vient nous présenter le spectacle 9.2. Un spectacle de danse grande envergure, plusieurs danseurs sur scène de danse contemporaine avec une très belle trame sonore. Très beau spectacle à découvrir, alors en danse contemporaine. La nature la protège très bien. Mais il peut toujours y avoir des problèmes. Pour moi, entendre, c'est quelque chose. C'est de l'électricité qui passe par mon corps, par mon cerveau. Finalement, on a 2 spectacles en location, un super groupe gaspésien, donc de Gaspésian Floyd Show, hommage à Pink Floyd avec des musiciens, chanteurs gaspésiens. Ça va être à ne pas manquer. Très, très beau spectacle. Également, concert bénéfice pour la guignolée de New Richmond avec artistes variés qui va avoir lieu en mois de novembre. Donc ça aussi, plusieurs groupes locaux, des artistes locaux pour une bonne cause. Ça va être à voir à la fin de l'automne, en novembre. En espace libre, sur ces 2 spectacles-là, justement, Gaspésian Floyd Show et la guignolée de New Richmond, a mentionné que c'est justement des spectacles en formule espace libre. J'aimerais aussi vous rappeler qu'on a des belles promotions comme à l'habitude. Alors, on a des rabais à l'achat de 2 pièces de théâtre, des 2 spectacles de musique, à l'achat de spectacles chansons et cabaret. Donc, on a des rabais de 15 à 20 % dépendant des catégories. Également, rappelez aussi qu'on a des prix étudiants pour une douzaine de spectacles. Donc, pour ça, consultez le programme. C'est sur le site web également. Toujours aussi 10 % de réduction pour les personnes d'âge d'or. Également, on a promotion carte cadeau. Donc, à l'achat de 100 $ de carte cadeau, vous avez une paire de billets pour un des 3 spectacles suivants. Donc, Marina Orsini, 9.2, en danse ou si Dieu le veut. Donc ça, c'est avantageux d'acheter des cartes cadeaux. Alors, également aussi une nouveauté à la salle depuis fin de ce printemps. Alors, on a un nouveau système d'aide à l'audition pour les personnes malentendantes qui est maintenant disponible. Alors, pour plus d'informations, communiquez avec la billetterie. Alors, à chaque spectacle, c'est disponible ça pour les personnes malentendantes. Ça va aider beaucoup à apprécier les spectacles. Alors, je vous rappelle, consultez notre site web, également Facebook, Instagram pour tous les détails de nos spectacles et on vous attend en grand nombre cet automne. Eh bien, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Caroline Hamelin nous parle du sondage présentement en cours pour le collectif Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs. Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs cherche à sonder les personnes qui sont enceintes, qui l'ont été ou qui souhaitent le devenir pour faire un portrait de leurs souhaits en matière d'accès aux services prénataux, ainsi que de leur connaissance et leur perception de la pratique de sage-femme. Caroline Hamelin nous en parle. Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs, on organise un sondage, puis l'objectif, c'est d'aller sonder les femmes de la Baie des Chaleurs qui sont enceintes, qui ont été enceintes ou qui voudraient l'être. Puis l'objectif, c'est d'aller avoir de l'information sur leurs souhaits en termes de soins, d'accès aux services périnataux, puis de mieux comprendre là, les raisons qui feraient qu'ils choisiraient ou non un type de service plutôt qu'un autre, puis les besoins comme tels, d'aller cibler vraiment c'est quoi les besoins des familles plus précisément.
On cherche aussi à aller explorer un petit peu leur connaissance là, des services sages-femmes, de l'accès, puis de la profession des sages-femmes comme telles. Et on a jusqu'à quand pour remplir ce sondage et où peut-on le trouver? Donc, 6 semaines au total d'affichage. Puis, c'est possible d'aller chercher là, sur notre page Facebook là, d'Accès Sage-Femme BD Chaleur, ou si vous tapez Accès Sage-Femme BD Chaleur dans un navigateur, vous allez trouver notre page Internet où il y a un onglet spécifique pour le sondage. Il y a aussi des affiches qui sont posées avec des codes QR, là, donc ça permet d'accéder à la plateforme où le sondage est disponible. Je voudrais peut-être préciser que c'est en lien, entre autres, avec le contexte général au Québec, où on voit que le ministère essaie de réfléchir à comment il voudrait que les services soient déployés dans les prochaines années. Donc, il y a eu des états généraux qui ont eu lieu à l'automne passé, les états généraux sur la pratique sage-femme qui ont été initiés là, par le ministère de la Santé. Puis l'objectif, là, c'est il avait fait appel à plusieurs franges de la population, puis de la profession sage-femme. Puis l'objectif, c'était de voir là, comment est-ce que les services évolueraient. Puis d'un autre côté, on voulait avoir une image régionale aussi là, de ces informations-là pour vraiment réitérer là, les besoins de la population de la baie des Chaleurs, puis aussi orienter nos futures actions là, à Accès Sage-Femme BD Chaleurs. Qu'est-ce que vous offrez, Accès Sage-Femme, aux femmes de la baie des Chaleurs? Bien, en fait, c'est un organisme qui est un collectif citoyen à la base, qui a été mis en place pour demander l'accès à des services de sage-femme dans la région. Donc, ça a été créé en 2007. Puis c'est plus vers 2017, 2018 et 2019 où là, on a vraiment eu des services qui ont été mis en place. D'abord l'organisation des services, puis ensuite l'accès aux services de sage-femme. Puis depuis, on accompagne finalement le service sage-femme pour s'assurer que les services continuent de se déployer en répondant aux besoins de la population. Puis on a aussi des projets là, de lieux de naissance hors centre hospitalier qu'on aimerait qu'ils soient mis en place dans la région. Puis récemment, là, avec ce sondage-là, on aimerait aussi aller plus loin là, dans la réponse aux besoins en termes de services puis d'informations par rapport au parcours de grossesse des familles. Et combien de femmes par année pouvez-vous accompagner? En fait, nous, comme tel, on n'est pas des sages-femmes, on n'accompagne pas des familles en particulier. On est plus, dans le fond, un regroupement qui cherche à mettre de l'avant les besoins des familles auprès des différentes institutions. Fait qu'on travaille entre autres avec le CIS et avec plus précisément le service de sage-femme, puis avec d'autres mouvements qui sont aussi régionaux et provinciaux en lien avec l'accès en soins périnataux. Et comment peut-on vous rejoindre? La même chose sur une page Facebook? Une voie d'accès facile, c'est notre page Facebook ou encore par notre site Internet. Vous pouvez avoir également accès à notre adresse courriel pour nous joindre en tout temps. On est vraiment très ouvert à avoir plus de mobilisation. Pour le sondage, on vise vraiment les personnes qui ont été enceintes récemment, qui sont enceintes ou qui voudraient l'être. Puis pour la mobilisation dans Accès Sage-Femme BD Chaleur, ça a toujours été un mouvement qui représentait les familles de la BD Chaleur. Donc les conjoints sont très bienvenus aussi. Je vous présente un entretien avec Claudie Thibault et Lucie Dufresne qui nous en apprennent beaucoup à propos de la table de bientraitance des aînés de la baie des Chaleurs. Votre télévision communautaire, en collaboration avec la table de bientraitance des aînés de la baie des Chaleurs, propose une série d'épisodes consacrés à la maltraitance envers les aînés, abordant notamment les enjeux de fraude et de violence financière. Pour en apprendre davantage sur le rôle et les actions de cette table, je suis allé à la rencontre de Claudie Thibodeau, organisatrice communautaire, ainsi que de Lucie Dufresne, coordonnatrice régionale en matière de maltraitance. La table de bientraitance aînés baie des Chaleurs, c'est un espace de concertation entre organisations du territoire qui œuvrent auprès d'aînés. Ces organisations-là agissent pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, mais aussi pour favoriser la bientraitance, notamment via de la prévention, de la sensibilisation et de l'information. Il y a plus d'une vingtaine d'organisations du territoire qui y participent. Ces organisations-là proviennent du milieu communautaire, de l'économie sociale, de la santé et des services sociaux, du milieu municipal, de l'habitation. Il y a aussi des personnes citoyennes qui y participent et la Sûreté du Québec. Donc, dans la baie des Chaleurs, 3 projets ont été réalisés cette année par la table, par les partenaires de la table qui sont très investis dans la réalisation des actions. Donc, d'abord, il y a une campagne grand public de sensibilisation à la maltraitance financière, à la fraude et à l'agisme. Il y a eu des entrevues radio, à la télé aussi. Puis il y a eu une tournée des commerces du territoire réalisée par l'Association coopérative d'économie familiale, mieux connue sous le nom de l'ACEF et la Sûreté du Québec. Deuxièmement, il y a une distribution de cartes de Saint-Valentin qui a été faite à plus de 1000 personnes aînées isolées sur notre territoire, tant francophones qu'anglophones, de Chigawak jusqu'au plateau.
Ces cartes-là ont été distribuées dans les RPA, les CHSLD, les offices municipaux d'habitation, mais aussi à domicile. Ça a permis à des intervenantes et à des bénévoles de rencontrer des personnes aînées qui vivent de l'isolement, puis les informer sur les ressources disponibles pour les soutenir si jamais ils vivent des conflits ou de la maltraitance. Et finalement, on a organisé une journée de formation pour favoriser l'inclusion des personnes aînées LGBTQ+, dans nos milieux. En résumé, la table de bientraitance, c'est une table de concertation intersectorielle qui vise la mobilisation des partenaires puis la coordination des actions en matière de bientraitance. Puis cette table-là reçoit un financement du secrétariat aux aînés. Ça, avez-vous une bonne réponse des personnes aînées s'ils participent aux activités? Puis ça, avez-vous une petite idée de ça? Il y a quelques personnes aînées impliquées dans leur village, dans leur communauté, qui s'impliquent sur la table. Mais c'est plutôt, disons, via des actions de sensibilisation qu'on va rejoindre les aînés, comme par exemple la distribution de cartes à plus de 1000 personnes sur le territoire. Puis j'ai une dernière petite question. Je sais qu'il y a comme une tournée d'une pièce de théâtre. Oui. C'est-tu en lien avec vous aussi ou c'est simplement coïncidence? Parce que je sais que la Sûreté, ils ont un intervenant qui y vont, puis... Oui, en fait, c'est la Ville de Bonaventure. On était très heureuse là, à la table que la Ville de Bonaventure prenne cette initiative-là. Donc, c'est le Théâtre Parmi nous qui a organisé la diffusion d'une pièce de théâtre. Enquête de votre argent, je viens d'avoir un. Votre argent, exactement, sur la maltraitance financière puis la fraude. Donc, ça a eu lieu en mars, il me semble, au Centre Bonaventure. Avec la table, on s'est associé un peu à l'organisation de l'événement. On avait des intervenantes sur place. On avait aussi la Sûreté du Québec qui était là pour intervenir, poser des questions, interagir avec le public. Puis il y a eu vraiment une bonne réponse. Là. La Ville de Bonaventure a bien diffusé cet événement-là. Là, il y avait comme environ 80 personnes aînées qui ont assisté à la pièce de théâtre. On va parler d'une journée spéciale qui va avoir lieu le 15 juin. Oui, exactement. Le 15 juin, c'est la journée internationale pour contrer la maltraitance. Donc, partout sur le territoire, tant la table que ses partenaires, que d'autres organisations sur le territoire organisent des activités de sensibilisation. Donc, vous risquez d'en entendre parler dans les médias ou dans votre village. Avec Lucie Dufresne. Lucie, peux-tu m'expliquer, s'il vous plaît, c'est quoi ton rôle auprès de la maltraitance? Oui, bien sûr. Mon rôle auprès, dans le fond, moi, je suis coordonnatrice régionale spécialisée en matière de maltraitance pour le secteur de la Gaspésie et les îles de la Madeleine. On est 17, je crois, coordonnateurs au Québec. Dans le fond, il y a un coordonnateur en maltraitance pour chaque région administrative du Québec. Le rôle, la coordonnatrice, dans le fond, elle assure un leadership régional pour prévenir, repérer, intervenir face à la maltraitance, en mobilisant l'ensemble des partenaires du territoire. Bien sûr qu'on a une assise sur le plan d'action 2022-2027 qui est pour contrer la maltraitance. C'est des coordinations d'action régionales aussi, comme je l'ai dit tantôt. On retrouve aussi tous les alignements du ministère de la Santé et aussi de Santé Québec à travers le travail. La concertation, bien sûr, comme Claudie l'a dit tantôt, elle est intersectorielle aussi au niveau de la coordination maltraitance. On travaille avec les tables de concertation, on mobilise des partenaires, mais je travaille aussi avec les intervenants du réseau de la santé afin quand on a une obligation de signaler certaines situations de maltraitance, on travaille avec eux pour regarder ensemble les dossiers pour mettre fin à la situation le plus rapidement possible. En résumé, dans le fond, là, si je peux dire, la coordonnatrice, elle mobilise les partenaires, elle soutient les intervenants, elle assure une réponse concertée pour prévenir, intervenir efficacement dans les situations de maltraitance. Parfait. Puis, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de maltraitance? Avant de te parler des types de maltraitance, je vais te donner une définition de la maltraitance, si tu veux bien. Absolument. Dans le fond, il y a maltraitance quand il y a un geste singulier répétitif. Que tu prennes 10 piastres à quelqu'un une fois, que tu le prennes 2 fois, c'est de la maltraitance. Ou en absence d'action appropriée. C'est-à-dire que tu ne donnes pas les actions qui devraient être pour la personne adulte ou la personne âgée en situation de vulnérabilité, qui se produit dans une relation qui devrait avoir un lien de confiance. Moi, j'ai confiance en toi, tu devrais me donner mes médicaments, tu ne me les donnes pas, donc on parle de maltraitance. Et cause du tort ou de la détresse à la personne qui la vit. Ça, c'est la définition de la maltraitance. Fait que si on résume un peu la définition, c'est un geste ou l'omission de produire un geste de maltraitance, une relation de confiance et bien sûr qui cause du tort ou de la détresse. Il y a des conséquences dans cette situation-là. On retrouve 7 formes de maltraitance pour répondre à ta question. On a la maltraitance physique, la maltraitance psychologique, la maltraitance sexuelle, on a la maltraitance financière et matérielle. Souvent, c'est celle qui est la porte d'entrée qui escalade vers les autres maltraitances. On retrouve aussi la maltraitance organisationnelle, l'agisme, qu'on réfère à l'âge d'une personne, et la violation des droits de la personne aînée ou l'adulte en situation de vulnérabilité. C'est les 7 formes de maltraitance qu'on retrouve. OK, d'accord.
Puis, tu voulais me parler aussi de la loi... Tu voulais me parler de la loi 6.3? Oui, mais je vais te parler de la bientraitance, si tu veux bien. Ah, ben oui, vas-y. Parce que la bientraitance, dans le fond, c'est promouvoir la bientraitance, c'est contrer la maltraitance. Tu sais, si on fait tout de la bientraitance, il va y avoir moins de maltraitance par la bande. Un peu. La bientraitance vise le bien-être, la dignité, la sécurité, le respect des choix de la personne. On travaille beaucoup sur une approche centrée sur la personne, le respect de son autodétermination aussi. Qu'est-ce que la personne, elle veut? Jusqu'à où elle veut aller aussi dans tout ça. La prévention et la promotion du bien-être de la personne, mais de son bien-être à elle, qui des fois n'est pas nécessairement le mien, où on travaille beaucoup au niveau du système des valeurs à ce niveau-là. Et oui, je voulais te parler de la loi. Depuis 2017, et elle a été bonifiée en 2027, la loi 6.3, c'est une loi de protection pour protéger nos personnes aînées et nos adultes en situation de vulnérabilité face à la maltraitance. Il y a certaines, on a une politique au niveau de l'établissement du CIS de la Gaspésie, tolérance zéro à la maltraitance. Il y a des formations qui se donnent aussi au niveau communautaire et au niveau des intervenants, au niveau du CIS, qu'il y a des signalements obligatoires de maltraitance dans certaines situations. Et on doit aussi dénoncer certaines situations de maltraitance. La loi l'oblige à le faire, la loi 6.3. Puis, c'est quoi les signes qu'on peut repérer? OK. Quand on répare de la maltraitance, c'est souvent tabou, c'est encore caché. C'est difficile, hein? On s'entend que c'est souvent vers un proche, c'est difficile. Par contre, comment les reconnaître? Si on vous parle brusquement, hein, on n'a pas d'affaire à se faire parler brusquement. On vous réduit à un numéro. Vous ne pouvez pas donner votre opinion. Quelqu'un me fait peur dans mon entourage. J'observe des blessures chez un proche. J'observe des blessures, de l'anormalité chez un proche. Il y a des transactions inhabituelles dans mon compte de banque. Mais c'est tous des signes qu'on peut avoir pour repérer une situation de maltraitance et la reconnaître. C'est souvent très subtil, psychologique aussi. Exactement. C'est très tabou encore, malgré toutes les campagnes de civilisation, malgré la loi, malgré que depuis 2017 qu'on a des plans d'action en maltraitance, le ministère est très impliqué. C'est encore tabou, effectivement, parce qu'on le dit, hein, c'est souvent un proche, quelqu'un... C'est ça. Puis vous, à la table de bientraitance des aînés, vous avez plusieurs ressources pour aider ces gens-là. Oui. Bien, moi, je suis là aussi pour un peu représenter au niveau régional, là, la table, de ramener tout ce qui se fait au ministère, tout ce qui descend. Oui, on a une ressource. Une ressource importante qu'on a, c'est la ligne maltraitance adulte aîné. C'est le 1-888-489-2287. C'est une ligne d'écoute, une ligne de référence aussi, où on peut appeler de 8h à 8h tous les jours. Monsieur, madame, tout le monde peut appeler les intervenants aussi pour nous guider qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un qui est en situation de maltraitance ou la personne elle-même qui vit de la maltraitance. On a aussi... d'en parler à une personne de confiance. C'est important aussi, un intervenant, un proche, tout écouter les campagnes de... D'en parler, dans le fond, c'est le clé pour contrer la maltraitance, promouvoir la bientraitance, c'est d'en parler à quelqu'un, ne pas vivre avec ça. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment, si on pense qu'il y a un problème, c'est important d'en parler. Exactement. Puis, appeler l'intervenant aussi, appeler le 811, tout le monde est formé. Aussi, je tiens à dire avant de terminer qu'on donne des formations sur tout le territoire. On donne des formations au niveau du réseau de la santé, bien sûr, aux intervenants et à tous les gens qui travaillent dans le réseau, justement pour les obligations de signalement. On donne de la formation au niveau communautaire et aussi, on a une formation qui a été montée par le Centre de gérontologie sociale, le CREGES, qu'on appelle. Ce n'est pas correct, qui est donné par par le communautaire. Fait que ça peut être la FADOC, ça peut être le Centre d'action bénévole, ça peut être n'importe qui donne ces formations. C'est des outils de sensibilisation qu'on donne. Et on a plein d'affiches aussi qu'on peut envoyer. La maltraitance, ici, la maltraitance, c'est non. On a tout ça fait part souvent avec la table, en lien avec la table de concertation, puis ils nous acheminent les demandes. Parfait, Lucie. Merci beaucoup. Merci puis, ça fait plaisir. Puis j'invite les gens aussi à écouter là, les petites capsules là, qu'on produit. Donc, merci. Nathalie Bugeaud et Benoît Drapeau nous parlent de la semaine de l'Action bénévole du 19 au 25 avril 2026. Cette année, la semaine de l'Action bénévole aura lieu du 19 au 25 avril. Télévague a rencontré Nathalie Bugeaud, directrice, et Benoît Drapeau à la gestion des bénévoles du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel pour nous parler des activités qui se dérouleront lors de cette semaine. Cette année, la thématique, c'est mission bénévolat, comme ça ici. Donc, dans l'idée, c'est quoi? C'est dans le fond, une mission, c'est quoi? C'est quand on a des gens qui se regroupent dans un objectif précis. L'objectif de la mission bénévolat, évidemment, c'est d'aider
nos prochains d'une façon ou d'une autre, peu importe, que ce soit avec le Centre d'action bénévole, avec une équipe de soccer, peu importe. On a tous le même but, c'est de faire en sorte que le bien-être de nos gens, de notre communauté, soit augmenté, soit meilleur, en fait. Et quelles sont les activités proposées par le Centre d'action bénévole lors de cette semaine? Les activités, c'est sûr qu'on a lundi, le 20 avril. Ça va se dérouler à 9h30 sur les ondes de CHNC FM, le tirage du ou de la bénévole de l'année. Mardi, c'est nouveau, à 9h30, le 21 avril, le matin. On a une marche chantée des bénévoles. On invite tous nos bénévoles et les bénévoles de la communauté à s'inscrire à cette marche. Ça va se passer au Green de New Carlisle, à la belle passerelle là, du Green à New Carlisle. Et il va y avoir animation, musique. On va faire de l'exercice ensemble pour être en forme pour aller faire notre marche. Ça va se terminer avec des prix de participation, mais aussi café, chocolat chaud et muffins. Donc, c'est une belle activité qui s'annonce là pour le 21 avril en avant-midi. En après-midi, surveillez notre page Facebook parce qu'il va y avoir le bingo cadeau qui est organisé par la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. Donc, les gens pourront s'inscrire et participer à cette activité-là. Mercredi, le 22 avril, c'est le comité des bénévoles de Saint-Héziard qui attend les bénévoles de la communauté, mais aussi tous les aînés de la communauté de Saint-Héziard et des environs, là, ceux qui veulent participer, peu importe d'où on vient, on peut participer. Donc, ça se passe à la salle municipale de Saint-Héziard. Si je ne me trompe pas, c'est à 13h30, mercredi le 22 avril. Et enfin, pour notre centre, on accueille nos bénévoles lors d'un 5 à 7 qui va se passer à la salle du Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Il va y avoir musique, reconnaissance, quelques allocutions. Il va y avoir aussi des prix de participation, ça c'est important de le dire, c'est toujours le fun. Et il va y avoir aussi un beau goûter qui va attendre nos bénévoles. Mais dans toutes les activités qu'on organise le centre, on demande aux gens de s'inscrire à l'avance. Donc, pour la marche du mardi 21 avril, on demande aux gens de faire le 418-752-5577, soit le poste 6 ou le poste 9 pour s'inscrire. C'est pour nous aider à planifier le tout. Et pour le 5 à 7 des bénévoles, c'est la même chose pour mieux planifier, s'assurer qu'on ne manque pas de place, qu'on ne manque pas de denrées, c'est-à-dire que le lunch qui réponde aux gens qui sont sur place. Donc, on demande aux gens de nous appeler au 418-752-5577, soit le poste 1 ou le poste 4. Donc, on invite vraiment les gens à participer à toutes ces belles activités dans le cadre de la semaine de l'action bénévole sur le territoire Saint-Siméon-Port-Daniel. Et je veux dire que j'ai vu un petit peu partout, là, je sais qu'il y a des municipalités qui sont en train d'organiser plein de 5 à 7 et d'événements dans différentes municipalités. Donc, je leur dis chapeau de penser à leurs bénévoles aussi. Donc, on invite les gens à suivre la page Facebook du Centre d'action bénévole tout au long là, des prochains jours puis de la semaine prochaine pour voir les activités et les informations importantes. Et toi, Benoît, tu peux nous parler du besoin en bénévolat? On a déjà pas mal de bénévoles, mais il reste que comme on a 10 municipalités, on a des besoins dans certains endroits qui sont peut-être plus précis. Je pense notamment aux visites amicales, qui est le fait de jumeler un bénévole avec un bénéficiaire, une personne qui se sent peut-être un peu isolé ou qui n'a pas nécessairement un gros réseau social puis qui a envie de parler ou qui a envie de faire des petites activités. Donc, on jumelle deux personnalités qui un peu similaires pour rendre une visite une fois par semaine pendant une période récurrente, en fait, de semaine en semaine. Donc, ça, c'est des places où puis comme c'est plus précis dans le sens où on veut s'assurer que les deux personnalités fonctionnent ensemble, c'est pour ça qu'on a besoin des gens dans nos 10 municipalités, en fait. Il y a aussi au niveau du répit gardiennage avec notre service des petits bonheurs. En fait, le même principe, c'est un répit pour les parents avec des très jeunes enfants qui peuvent en avoir comme par-dessus le chapeau pendant une certaine période. Donc, on leur permet d'avoir un petit break. Ils peuvent rester sur place, faire une brassée de lavage, peu importe. Puis pendant qu'un ou une bénévole s'occupe de l'enfant, des poupons, puis ça leur permet justement d'un peu décompresser puis de pouvoir faire ça. Donc ça, encore une fois, on veut faire en sorte que les bénévoles soient des gens de leur propre communauté.
Donc, dépendamment des endroits, on peut avoir besoin des gens bénévoles pour ça. Et aussi, au niveau de la popote roulante, là, je n'aurai pas nécessairement les municipalités, mais on a certaines municipalités où les équipes se sont réduites pour des mises à la retraite de bénévoles, si on peut dire ça comme ça. Donc, un peu moins de bénévoles à certains endroits. Donc, plus on a de bénévoles, moins la rotation revient souvent, donc ça essouffle moins les bénévoles. Donc, popote roulante, visite amicale, répit gardiennage, c'est principalement les trois services où on a besoin de bénévoles actuellement. Et si on veut devenir bénévole, on contacte ici le Centre d'action bénévole? Tout à fait. Vous me contactez moi directement au 88 752 5577 poste 6 ou par le biais du site web aussi, c'est possible de regarder les offres. Il y a carrément même un formulaire où ça nous donne déjà une base, savoir qu'est-ce qui intéresse les gens, d'où ils viennent, puis etc. Donc, après ça, je les contacte, puis on regarde qu'est-ce qui est le plus pertinent pour eux et pour nous. Et Nathalie, tu as un petit mot de la fin? Oui, ben c'est ça. Je veux remercier tous les bénévoles qui œuvrent dans la communauté, qui, dans le fond, ont adhéré déjà à la mission du bénévolat et j'invite tous les gens qui souhaiteraient adhérer à pas gêner. Partout dans nos communautés, il y a des besoins en bénévolat, que ce soit au centre d'action bénévole, mais que ce soit à la bibliothèque municipale, que ce soit dans nos églises. Nos églises, des fois, peuvent avoir des besoins, que ce soit dans des clubs de sport, peu importe le secteur, la culture, peu importe le secteur où on s'implique, d'adhérer à cette belle mission qu'est le bénévolat si on a un petit peu de temps à donner. Puis je veux souhaiter vraiment une belle semaine à tous les bénévoles du territoire, mais à tous les bénévoles là, qui nous soutiennent comme organisation. Merci, puis bonne semaine. Puis j'inviterai Benoît à passer un petit message. So yes, next week is going to be the National Volunteering Week. So there's going to be a lot of activities everywhere. But at us, but first of all, the team is mission volunteering. So everybody who is volunteering already, who want to be a volunteer, we are on the same mission, wherever you are involved. And of course, we're going to have some activity ourselves at the CAB, at the Centre d'Action Bénévole. We're going to have a walk on a Tuesday, which is open to every volunteers in the territory from Saint-Simeon to Port-Daniel. We're going to have, there's going to be activity in Saint-Erzéa with the senior committee, and there's going to be 5 to 7 organized for our volunteers on Friday night. All the activities are free, but you need to be inscribed so we can manage the activity to be sure everything's all right. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. En entrevue cette semaine, Simon Dufresne, directeur de l'Autisme Est du Québec, s'entretient avec moi au sujet du mois de l'autisme. Bonjour Simon, ça va bien? Oui, bonjour, merci, ça va bien. Oui. Simon, tu es le directeur général de Autisme Est du Québec. Peux-tu me parler un peu de la raison d'être de ton organisme, s'il vous plaît? En fait, Autisme de l'Est du Québec fête ses 25 ans cette année. Il faut partir un peu de son historique. Il y a 25 ans, les parents de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ont décidé de se mettre ensemble pour créer une association qui leur permettrait à la fois de se réseauter entre eux, de partager leurs besoins, leurs défis, puis d'aller chercher des ressources. 25 ans plus tard, la mission n'a pas vraiment changé beaucoup. La mission d'Autisme de l'Est du Québec, c'est d'œuvrer à l'inclusion et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et de leurs proches en Gaspésie, aux îles et au Bas-Saint-Laurent. Et Autisme de l'Est offre différents services, que ce soit accueil, écoute, entraide, d'information. On a des intervenants pour la Baie des Chaleurs à Bonaventure. On a un bureau à Bonaventure où on peut accompagner des personnes qui se posent des questions sur une possibilité d'autisme, qui n'ont pas de diagnostic, les personnes autistes qui ont des besoins d'accompagnement, les familles aussi. On fait des cafés-rencontres, on fait des activités ciblées. Là. Ça peut être des activités qui sont pour les personnes autistes. Pour les enfants, on a un club Lego à Bonaventure. On fait des activités de temps en temps. Donc, on fait aussi de la défense de droits, des conférences, des formations, d'information au grand public. Et on offre du répit dans les Baies des Chaleurs depuis maintenant 3 ans, du répit à domicile pour les familles de personnes autistes. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, Autisme de l'Est du Québec.
OK. Donc, vous offrez vraiment beaucoup de services, là, que ce soit pour autistes comme tel ou les familles et les proches aidants, là. Donc, c'est vraiment bien là, à ce niveau-là, là. Oui, ben, puis il y a les personnes autistes, mais c'est vrai que les proches, c'est quand même, ils vivent beaucoup de défis, que ce soit au niveau de la scolarisation, quand on a un enfant à l'école qui est autiste, ou dans le quotidien, tout gérer les rendez-vous, etc. Puis aussi toute la pression que ça peut amener. Euh, Ils sont constamment souvent à défendre les droits de leur enfant ou de la personne autiste qui vivent. Donc, on est là pour les appuyer, les réseauter, les outiller, puis les référer aussi à d'autres organismes communautaires ou à d'autres ressources, là. Donc, on fait, on fait le pont, puis on accompagne beaucoup. Bon. Puis, avril, c'est le mois de l'autisme. Donc, il y a plusieurs activités qui sont organisées là, dans la région comme telle, là, de la grande région, je dirais, de l'Est du Québec. Nous, on couvre plus la baie des Chaleurs, mais tu peux quand même parler un peu. Je sais qu'il va y avoir des conférences qui vont être données en ligne. Fait que si tu peux me parler un petit peu de ces conférences-là, d'en savoir plus, ce serait bien, là. On a une belle programmation pour le mois de l'autisme 2026 partout sur notre grand territoire. Nous, on fait toujours une programmation qui est à la fois avec des activités en personne et des activités en ligne pour pouvoir couvrir le plus de gens possible. Donc, les activités proposées visent à mieux faire connaître la diversité des réalités autistiques, puis à créer des occasions de rencontre entre les personnes autistes, les proches, puis l'ensemble de la population. On a différentes activités comme, je pense, à notre bureau de Bonaventure, le 19 avril, on a un club Lego, puis il y a comme un café-rencontre en même temps avec les parents. On a des films qui vont être projetés, on a des groupes d'entraide adultes autistes, proches aidants d'enfants autistes. On a toutes sortes de types d'activités et on invite les gens à aller sur notre page Facebook Autistes de l'Est du Québec où le calendrier est là. Et l'inscription peut se faire aussi. Puis la seule condition, c'est tout gratuit, les activités d'Autisme de l'Est du Québec. La seule condition, c'est d'être membre. Puis pour être membre, ça prend 2 minutes et être membre, c'est gratuit. Donc, et tout ça, le mois de l'autisme fait partie aussi du début des célébrations du 25e anniversaire d'Autisme de l'Est du Québec, où là, on aura des activités tout le long de l'année. Dans toutes les MRC qu'on couvre, dont Avignon, Bonaventure, il y aura des activités dans le courant de l'année et des belles surprises là, et des choses qui vont mettre en valeur les personnes autistes et leurs familles. Vous êtes en train de préparer cette programmation-là. Oui. OK. Donc, super. Puis là, tu me parlais tantôt, tu disais qu'il y avait une activité bloc Lego à Bonaventure. C'est quoi cette activité-là? En quoi ça consiste? En fait, l'activité de Lego, c'est un prétexte. Dans le fond, souvent, c'est ce que ça fait déjà quelques reprises qu'on l'offre. On l'offre à notre bureau de Bonaventure qui est situé sur la rue Louisbourg, là, l'ancienne salle de quilles, pour celles et ceux qui connaissent l'endroit. Et ben, dans le fond, c'est une activité de quelques heures. Les jeunes et les moins jeunes viennent faire des Legos. Donc, évidemment, il faut être une personne autiste et les parents, eux autres, en profitent pour prendre un café et échanger avec notre intervenante. Et l'idée, c'est de créer un moment pour socialiser, un moment aussi, un endroit aussi qui est adapté, où l'éclairage est tamisé, où le bruit est diminué, etc. Bon, il y a des coquilles pour les personnes qui sont plus sensibles au son, etc. Puis c'est vraiment un prétexte pour qu'à la fois les enfants, les jeunes socialisent en jouant au Lego et que les parents puissent échanger aussi, puis donc partager ce qu'ils vivent et se détendre en même temps que leur enfant joue au Lego avec notre équipe d'intervention. C'est vraiment de créer une ambiance que les parents sont ensemble, les enfants sont ensemble. Donc, c'est une très bonne idée. Donc, on invite les gens à aller participer à cette activité-là qui va avoir lieu justement à Bonaventure. C'est quelle journée à Bonaventure? C'est le 19 avril. C'est le 19 avril? 19 avril, oui. Donc, à Bonaventure, il faudra aller voir dans la grille horaire là, pour l'heure exacte, mais normalement, c'est en après-midi. Je l'ai, c'est 13h30 à 15h. Ouais. Merci, 13h30 merci. à 15h le 19 avril. Parce que ma feuille est trop loin, là, je ne la trouvais plus. Il n'y a pas de problème. Puis là, je ne sais pas si c'est déjà passé, mais la journée de sensibilisation, c'était-tu le 2 avril, la journée de sensibilisation à l'autisme? Oui, ça, y a-tu des activités spéciales qui ont eu lieu cette journée-là? Non, malheureusement, parce que nous, on était dans le communautaire à bout.
Et ça, c'était la journée. Oui. Fait que ça a passé un peu en dessous du tapis. OK. Vous étiez à Québec avec les autres. Ouais, ben nous, on n'est pas allé à organismes. Québec, mais on a quand même fait des activités, puis on était en grève sociale, donc en grève, on n'offrait pas de service. On a quand même souligné sur nos réseaux sociaux la journée de sensibilisation à l'autisme, mais on n'a pas capitalisé là-dessus cette année-là. OK. Vous allez vous reprendre l'année prochaine. Exactement. Bon. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait des groupes en ligne pendant le mois de l'autisme. C'est quoi ces groupes-là? Ben, en fait, on a différents types de groupes. L'idée, c'est des groupes qui existaient déjà. Il y a des groupes pour les adultes autistes, il y a des groupes pour les parents d'enfants autistes. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une intervenante qui est présente et il y a des thèmes qui sont amenés dans ces activités-là. Ça se fait à distance par Teams ou par Zoom, plus par Zoom. Et les gens sont invités à partager ce qu'ils vivent en lien avec les différents thèmes. Puis, c'est un milieu très, très inclusif où les gens sont là pour écouter et partager. Puis, ça crée souvent des réseaux. Un réseautage, fait que les personnes vont communiquer ensemble après les personnes qui sont là. Certaines personnes vont... Donc, ça va créer des nouveaux liens. Puis l'idée pour nous, c'est de pouvoir se servir de la communauté autistique, des parents, des proches, des personnes autistes, pour qu'ils se reconnaissent, se connaissent, puis qu'ils puissent s'entraider par la suite, même de manière informelle, sans Autisme de l'Est du Québec nécessairement. On aime créer des réseaux. Il peut y avoir quelqu'un de Bonaventure qui va avec quelqu'un de Rivière-du-Loup, quelqu'un de Gaspé qui va parler à quelqu'un de Pointe-à-la-Croix. Donc, des liens comme ça vont se créer et avec la technologie aujourd'hui, c'est ça qui est le fun, même la distance n'empêche pas de pouvoir faire ce type d'activité-là. Donc, un gros merci, Simon. C'est vraiment bien de nous avoir entretenus là, de ce qui allait se passer pendant le mois de l'autisme. Puis, à la prochaine. Ben, merci beaucoup et j'invite tout le monde à aller sur notre page Facebook pour voir les activités du mois de l'autisme et ce qui s'en vient pour le 25e anniversaire d'Autisme de l'Est du Québec. Merci à Télévague de nous avoir reçus. Résumé rapide des actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Voici vos nouvelles en bref. Déménagement du collectif alimentaire dans de nouveaux locaux. Un changement important s'est opéré pour un organisme de Passepébiac qui a dû temporairement déménager en raison de travaux à ses installations habituelles. Face à une situation urgente, l'organisme a toutefois pu compter sur une collaboration rapide de la Ville en seulement 2 jours de préavis. La Ville de Passepébiac lui a donné accès au presbytère en s'assurant que le bâtiment soit fonctionnel et prêt à accueillir les activités. Cette solution a permis d'éviter une interruption de service pour les usagers, un aspect essentiel pour la continuité des opérations. Depuis mardi le 17 février que l'équipe est en mesure d'accueillir la population dans ce nouvel emplacement temporaire situé au presbytère de Passepébiac. Malgré les défis liés à ce déménagement imprévu, l'organisme s'est dit reconnaissant du soutien reçu et prêt à poursuivre sa mission dans ce nouveau milieu le temps que les travaux soient complétés. Passepébiac veut stimuler la construction de logements. La Ville de Passepébiac souhaite stimuler la construction de nouveaux logements sur son territoire et envisage pour ce faire la mise en place d'un programme d'incitatif. Un projet en ce sens a été déposé lors de la plus récente séance du conseil municipal. Le maire Jérémy Laplante précise que la Ville privilégierait l'option d'un crédit de taxe afin d'encourager les promoteurs à lancer de nouveaux chantiers résidentiels. Cette réflexion s'inscrit dans un contexte de forte pression sur le marché locatif. Selon l'élu, le taux d'inoccupation frôle actuellement 0 % à Passepébiac, alors que la municipalité reçoit régulièrement des demandes de citoyens à la recherche d'un logement. Parallèlement, certains projets sont déjà en cours. Un développement de 24 logements sociaux est notamment en marche sur la rue Mal-des-Mées. Un autre projet est également à l'étude en collaboration avec la Société du développement de l'Est. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 19 avril. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.